Tu as peut-être déjà détruit une partie de ton avenir en le rendant trop tôt audible. Et ce qui rend cette destruction presque impossible à reconnaître, c'est qu'elle ne ressemble jamais à une destruction. Elle ressemble à une conversation normale. Elle ressemble à de la confiance. Elle ressemble à ce moment presque chaleureux où tu poses enfin sur la table quelque chose qui vivait jusque-là dans une zone plus secrète de toi-même, et où quelqu'un, en face, t'écoute avec attention. Tu crois alors que tu viens de renforcer ton projet. Tu crois que l'avoir formulé l'a rendu plus réel. Tu crois que la parole a donné un commencement à ce qui n'était encore qu'une possibilité. Mais parfois, à cet instant précis, quelque chose cesse déjà de grandir. Cela ne se voit pas immédiatement. Rien ne s'effondre. Tu ne sors pas de la conversation vidé, humilié, découragé. Au contraire. Tu sors souvent plus léger, presque agrandi. Tu as été compris. Peut-être même admiré. L'autre a hoché la tête, a reconnu la force de ton idée, a vu en toi quelqu'un de capable. Pendant quelques minutes, tu as senti autour de toi l'atmosphère particulière de ceux qui vont faire quelque chose. Et c'est justement là que le piège se referme. Car la psyché, dans sa profondeur, ne fait pas toujours la distinction que ton intelligence croit faire. Elle ne sépare pas parfaitement l'accomplissement réel de sa reconnaissance anticipée. Elle ne range pas proprement d'un côté l'acte, de l'autre le discours. Elle enregistre l'intensité, le soulagement, la réponse du monde. Elle reçoit une récompense. Et lorsqu'une récompense arrive avant le travail, quelque chose dans l'être commence à se comporter comme si une dette avait déjà été payée. Il existe une fatigue étrange qui suit les grandes annonces. Elle ne vient pas tout de suite. Elle se glisse dans les heures d'après. Le projet qui paraissait brûlant lorsque tu en parlais devient soudain plus tranquille. Non pas moins important, tu te dis qu'il reste important. Non pas abandonné, tu te dis qu'il est simplement en attente. Mais son urgence a perdu son tranchant. Ce qui, avant la parole, réclamait un passage vers l'action, a trouvé une sortie plus facile. Il est devenu récit. Et le récit, lorsqu'il est bien accueilli, peut offrir à l'âme une satisfaction presque indécente. Tu n'as pas encore commencé, mais tu as déjà été vu comme quelqu'un qui commence. Tu n'as pas encore risqué, mais tu as déjà reçu une part du prestige du risque. Tu n'as pas encore construit, mais une image de toi construisant circule déjà dans l'esprit d'un autre. Voilà pourquoi certaines ambitions restent si longtemps intactes dans le langage et si parfaitement absentes du monde. On appelle cela procrastination, manque de discipline, peur de l'échec. Ces mots ne sont pas faux, mais ils arrivent trop tard. Ils décrivent seulement la surface visible d'un mécanisme plus profond. La question n'est pas seulement « Pourquoi n'agis-tu pas ?» La question la plus dangereuse serait plutôt « Quelle part de ton énergie as-tu déjà dépensé à devenir, dans la parole, celui qui aurait dû agir dans le réel ?» Il ne s'agit pas d'un détail psychologique. Il ne s'agit pas d'un conseil de productivité. C'est une manière entière de manquer sa propre vie sans jamais avoir l'impression de la fuir. On ne fuit pas toujours en se cachant. Parfois, on fuit en expliquant très bien ce que l'on va faire. La parole donne une forme. C'est là son pouvoir, et aussi son danger. Ce qui n'avait pas encore de contour devient visible. Ce qui flottait dans une zone obscure de l'esprit trouve une syntaxe, un rythme, une cohérence. Et si tu es intelligent, si tu sais parler, si tu sais articuler tes intuitions avec une certaine force, tu peux facilement confondre la qualité de cette formulation avec la réalité d'un commencement. Il y a des gens qui savent raconter leur œuvre avec plus de précision qu'ils ne savent la créer. Ils ont une idée claire de ce qu'ils feront, de la raison pour laquelle ils le feront, de ce que cela signifiera, de la manière dont cela transformera leur existence. Ils peuvent en parler pendant 1 heure sans hésiter. Tout est déjà là, sauf l'œuvre. Et parce que tout semble déjà là, l'absence de l'œuvre devient presque invisible. Il faut avoir le courage de regarder cela sans se défendre trop vite. Certaines choses que tu appelles tes projets sont peut-être devenues des objets de conversation. Elles vivent parce qu'elles sont racontées. Elles respirent seulement lorsque quelqu'un t'écoute. Elles retrouvent de l'intensité quand tu les présentes à un nouveau témoin. À chaque répétition, tu modifies quelques détails, tu affines ton argument, tu rends l'ensemble plus élégant, plus convaincant, plus proche de ce que tu veux paraître. Le projet ne grandit pas dans le réel. Il grandit dans sa narration. Et cette croissance-là est trompeuse, parce qu'elle donne l'impression d'une maturation. Tu crois que ton idée devient plus solide. Peut-être devient-elle seulement plus habile à survivre sans jamais devoir exister.
La psyché n'est pas un espace neutre où les intentions restent intactes jusqu'au moment où tu décides de les accomplir. Elle est traversée par des charges, des tensions, des déplacements d'énergie. Ce qui n'est pas encore agi continue à peser. Il exerce une pression. Cette pression est parfois désagréable, mais elle est précieuse. Elle maintient le projet vivant parce qu'elle le rend impossible à oublier. Elle te rappelle que quelque chose n'est pas encore devenu ce qu'il doit devenir. Or la parole prématurée peut réduire cette pression sans produire aucun acte. Elle ouvre une soupape. Elle permet à l'intensité de sortir sous forme de phrases. Et l'être, soulagé, croit avoir avancé parce qu'il souffre moins. Mais tout apaisement n'est pas une avancée. Il existe des paix qui ne sont que des trahisons bien habillées. C'est ici que l'on comprend pourquoi certaines personnes semblent toujours proches d'un basculement sans jamais basculer. Elles ont constamment quelque chose en préparation. Elles sont toujours sur le point de commencer. Elles sentent que leur vie actuelle n'est pas à la hauteur de ce qu'elles portent. Elles savent qu'une autre forme les attend. Elles peuvent même en parler avec une intensité bouleversante. Mais les années passent, et la distance entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font ne se réduit pas. Elles se stabilisent. Elle devient leur manière d'exister. Elles habitent l'avant. Elles vivent dans la promesse de leur propre transformation. Et cette promesse, parce qu'elle est sans cesse renouvelée par la parole, leur permet de ne jamais affronter le vide de l'inaction nue. Le plus troublant est que cette situation peut coexister avec une réelle profondeur. Il serait trop facile de mépriser ceux qui parlent trop tôt de leur projet. Ce ne sont pas toujours des êtres superficiels. Au contraire, ils sont parfois plus lucides que les autres, plus sensibles au poids de leur vocation, plus conscients de la médiocrité ambiante. Ils souffrent sincèrement de ne pas vivre ce qu'ils sentent possible. Mais leur intelligence devient un instrument de retardement. Elle produit des formulations magnifiques qui remplacent des gestes imparfaits. Elle préfère l'idée brillante au commencement maladroit. Elle choisit la noblesse verbale contre l'humiliation matérielle des premiers pas. Car commencer vraiment est presque toujours moins élégant que parler de ce que l'on va commencer. L'action expose. La parole contrôle. Et puis il y a l'autre danger, plus difficile encore à accepter, les autres. Non pas les autres comme ennemis. Non pas les autres comme foule vulgaire incapable de comprendre. Cette représentation serait trop confortable. Le danger le plus profond vient souvent de ceux qui t'aiment, de ceux qui t'écoutent, de ceux qui parlent avec douceur. Quand tu leur livres trop tôt quelque chose qui n'a pas encore pris corps, tu ne le déposes pas dans un espace pur. Tu le déposes dans une psyché étrangère. Et aucune psyché étrangère n'est innocente. Chacun écoute avec son histoire entière. Chacun interprète avec ses renoncements, ses peurs anciennes, ses défaites réorganisées en sagesse. Tu crois que ton interlocuteur répond à ton projet. Mais il répond aussi à tout ce que ton projet réveille en lui. Il y a dans chaque être des vies non vécues. Des bifurcations jamais prises. Des gestes interrompus avant même d'avoir commencé. Des désirs que l'on a appris à considérer comme irréalistes parce qu'il aurait été trop douloureux de reconnaître qu'on n'a pas osé. Avec le temps, ces renoncements ne restent pas simplement en arrière. Ils deviennent des opinions. Ils deviennent des principes. Ils deviennent des conseils. Une personne qui n'a jamais quitté ce qu'elle détestait peut devenir très éloquente sur la nécessité de la stabilité. Une personne qui n'a jamais risqué son confort peut développer une philosophie entière de la prudence. Une personne qui a enterré son propre appel peut appeler maturité ce qui fut d'abord une capitulation. Et lorsqu'elle t'écoute parler de ce que tu veux tenter, elle n'entend pas seulement ton avenir. Elle entend l'écho de son propre passé refusé. C'est pourquoi les avertissements les plus nocifs ne ressemblent pas à de la malveillance. Ils ressemblent à de l'expérience. Ils arrivent avec un ton raisonnable, presque tendre. On te demande si tu es sûr. On te suggère d'attendre le bon moment. On te rappelle que la réalité est complexe. On t'invite à réfléchir davantage. Rien de tout cela n'est absurde. C'est ce qui rend ces paroles si puissantes. Elles contiennent assez de vérité pour ne pas être rejetées. Mais une vérité peut être contaminée par la peur de celui qui la prononce. Ce n'est pas parce qu'une phrase est juste qu'elle est pure. Ce n'est pas parce qu'un conseil est intelligent qu'il appartient à ton chemin. Il peut être l'intelligence d'une vie qui a renoncé, offerte à une vie qui n'a pas encore décidé si elle allait renoncer à son tour. Il faut être très attentif à la manière dont les gens parlent de tes commencements. Certains ne te contredisent pas frontalement. Ils déplacent seulement le centre de gravité.
Après leur avoir parlé, tu ne sens pas forcément que ton projet est impossible. Tu sens seulement qu'il est devenu plus lourd, plus compliqué, moins immédiat. De nouvelles questions se sont ajoutées. De nouvelles précautions. De nouvelles images de l'échec. Tu repars avec quelque chose qui ressemble à de la lucidité, mais qui a peut-être affaibli la nécessité première. La parole d'autrui agit rarement comme une interdiction. Elle agit comme une modification atmosphérique. Le climat intérieur change. Et lorsqu'un projet est encore fragile, le climat suffit. La fragilité d'un projet naissant n'est pas un défaut. Elle est la condition même de sa précision. Au début, ce qui vient de profond n'est pas encore fort. Il est exact avant d'être robuste. Il porte une forme qui ne sait pas encore se défendre contre les attentes extérieures. Il n'a pas encore développé assez de réalité pour résister aux interprétations. C'est pourquoi l'exposer trop tôt est une violence subtile. Non parce que le monde est toujours hostile, mais parce que le monde demande toujours une traduction. Il veut comprendre. Il veut classer. Il veut savoir à quoi cela sert, où cela mène, combien cela rapporte, à qui cela ressemble, quelle garantie cela offre. Or ce qui commence vraiment ne peut pas toujours répondre. Il porte une nécessité avant de porter une justification. Quand tu forces une intuition profonde à s'expliquer trop tôt, tu l'obliges souvent à devenir plus pauvre. Elle cherche des phrases acceptables. Elle simplifie son étrangeté. Elle se rapproche de ce que les autres peuvent entendre. Elle abandonne sans bruit certaines parties d'elle-même, précisément celles qui auraient pu être les plus vivantes. Voilà une perte que presque personne ne remarque. On croit avoir clarifié son projet. On l'a peut-être seulement rendu moins dangereux. On croit l'avoir rendu plus réaliste. On l'a peut-être rendu plus conforme. On croit l'avoir rendu plus partageable. On l'a peut-être éloigné de son origine. La société aime les projets qui savent se présenter. Mais tout ce qui sait trop tôt se présenter a peut-être déjà commencé à se trahir. Il existe une manière de demander conseil qui n'est qu'une demande d'autorisation. Celui qui la formule prétend vouloir un avis. En réalité, il veut que quelqu'un prenne en charge une part de son vertige. Il veut ne plus être seul avec ce qu'il a entendu en lui. Il veut transformer un appel intérieur en décision collective. Ainsi, si le projet échoue, il ne sera pas entièrement responsable. Si le projet ne commence jamais, il pourra dire que les choses étaient complexes, que plusieurs personnes l'avaient mis en garde, que le moment n'était pas clair. La consultation devient une dispersion de la responsabilité. Et la dispersion de la responsabilité est l'une des manières les plus raffinées de ne pas vivre. La vocation, lorsqu'elle existe vraiment, ne se présente pas toujours comme une passion lumineuse. C'est une erreur de la confondre avec l'enthousiasme. L'enthousiasme peut être social, rapide, contagieux, bruyant. La vocation est souvent plus froide. Elle ne demande pas si tu as envie. Elle revient. Elle insiste. Elle réapparaît après les distractions, après les fatigues, après les tentatives d'être raisonnable. Elle peut même te gêner, parce qu'elle ne respecte pas l'image que tu voulais avoir de toi. Elle te met en contradiction avec ta vie actuelle. Elle rend certaines satisfactions insuffisantes. Elle introduit dans ton quotidien une forme de malaise qui n'est pas une maladie, mais un signal. Quelque chose sait avant toi que tu n'es pas à ta place. Mais dès qu'une vocation est nommée trop tôt devant les autres, elle risque de descendre d'un niveau. Elle quitte l'espace de la nécessité pour entrer dans celui de l'opinion. Les autres peuvent avoir des opinions sur ton projet. Ils ne peuvent pas avoir accès à l'endroit d'où il vient. Ils peuvent juger sa stratégie, son réalisme, son calendrier, sa forme apparente. Ils ne peuvent pas mesurer sa fidélité à ce que tu es. Et si tu oublies cette différence, tu finiras par accorder à des jugements extérieurs une autorité qu'ils ne peuvent pas légitimement posséder. Tu demanderas au monde de confirmer une chose qui n'a pas été adressée au monde. Tu confondras l'approbation avec la vérité. C'est ainsi que beaucoup abandonnent leur chemin sans jamais avoir l'impression de l'avoir abandonné. Ils l'ont simplement soumis trop longtemps à ceux qui n'avaient pas à le reconnaître. Il ne s'agit pas de cultiver une arrogance solitaire. Ce serait une autre fuite. Il y a des moments où la vie d'autrui est nécessaire. Il y a des compétences que tu ne possèdes pas, des angles morts que tu dois rencontrer, des corrections qui sauvent une œuvre de sa propre confusion. Mais il y a un temps pour cela. Et ce temps n'est pas toujours le début. Au début, la priorité n'est pas d'être conseillé. Elle est de rester relié. Relié à quoi?
à la source exacte de l'impulsion, à cette pression intérieure qui n'a pas encore été corrompue par le désir d'être compris, à cette forme encore obscure qui demande à être suivie avant d'être expliquée. Si tu invites trop tôt les autres dans cette zone, ils ne feront pas nécessairement du mal. Ils feront ce que font les autres, ils rendront la chose partageable. Et tout ce qui devient partageable trop tôt perd parfois le droit d'être radicalement soi. Le silence devient alors une discipline plus profonde que la maîtrise de soi. Il n'est pas seulement l'absence de parole. Il est la protection active d'une transformation en cours. Dans le silence, le projet n'est pas mort. Il travaille. Il descend dans l'organisation de tes journées. Il commence à réclamer des sacrifices réels. Il modifie ton rapport au temps. Il révèle ce que tu es prêt à perdre. La parole, elle, peut maintenir intacte l'image de la possibilité sans exiger ses pertes. Elle permet d'être celui qui porte un grand projet tout en continuant à vivre comme celui qui ne l'a pas encore choisi. Le silence retire cette consolation. Il met l'être devant une alternative plus nue, agir ou reconnaître que l'intention n'avait pas la profondeur que tu lui prêtais. C'est pourquoi le silence peut être si inconfortable. Non parce qu'il est vide, mais parce qu'il ne permet plus la mise en scène. Lorsque tu cesses de parler de ce que tu veux faire, tu perds une source d'identité. Tu ne peux plus te présenter comme quelqu'un sur le point de changer. Tu ne peux plus recevoir cette lumière douce que les autres projettent sur les commencements annoncés. Tu dois vivre dans une obscurité plus honnête, celle où rien n'est encore prouvé. Là, le projet cesse d'être un accessoire de ton image. Il devient une exigence. Et beaucoup découvrent alors qu'ils aimaient moins le projet que la personne qu'ils devenaient lorsqu'ils en parlaient. Cette découverte est cruelle. Elle est nécessaire. Il y a une différence entre vouloir créer et vouloir être reconnu comme quelqu'un qui va créer. Entre vouloir partir et vouloir être perçu comme quelqu'un qui ose partir. Entre vouloir changer de vie et vouloir obtenir, dans le regard des autres, la dignité de celui qui porte une vie plus grande que celle qu'il mène. Ces différences sont fines. Elles demandent une honnêteté presque violente. Car personne ne veut se voir comme un comédien de son propre avenir. Pourtant, la modernité favorise exactement cette comédie. Elle offre 1000 scènes où l'on peut exposer l'intention avant l'acte, la recherche avant l'œuvre, la décision avant la conséquence. On peut annoncer, documenter, partager, recevoir une réponse, se sentir accompagné. Et parfois, au milieu de cette visibilité permanente, la chose elle-même perd sa force de devenir. Ce qui naît vraiment a besoin d'un retrait. Ce retrait n'est pas un luxe romantique. C'est une condition structurelle. Une graine n'a pas besoin d'être applaudie. Elle a besoin d'être enterrée. Cette phrase pourrait sembler trop simple si l'on ne comprenait pas sa violence. Être enterré, pour une intention, signifie renoncer temporairement à la reconnaissance. Signifie accepter que personne ne sache. Signifie traverser des jours où l'on travaille sans miroir. Signifie supporter l'absence de preuves sociales. Dans cette obscurité, quelque chose se densifiait. Non parce que le silence serait magique, mais parce qu'il empêche l'énergie de se disperser. Ce qui n'est pas dit reste disponible. Ce qui n'est pas applaudi reste affamé. Ce qui n'est pas transformé en récit garde sa pression vers la forme. La plupart des gens sous-estiment la puissance de cette pression. Ils veulent s'en débarrasser trop vite parce qu'elle les rend nerveux. Ils parlent pour ne plus sentir l'appel dans sa brutalité. Ils cherchent un encouragement pour adoucir ce que l'appel a d'impersonnel. Car un appel véritable n'est pas toujours tendre. Il ne prend pas soin de ton confort. Il ne respecte pas tes arrangements. Il ne se soucie pas de savoir si tu te sens prêt. Il insiste parce qu'il appartient à une couche de l'être qui précède tes excuses. C'est précisément pour cela qu'il fait peur. Et c'est précisément pour cela qu'on le raconte. Parler de l'appel permet de le transformer en objet. On peut alors l'observer, le commenter, le rendre presque esthétique. On n'a plus à lui obéir immédiatement. Le danger n'est donc pas seulement que parler trop tôt attire le doute des autres. Le danger est que parler trop tôt transforme ton rapport à ce que tu portes. Ce qui était obligation devient sujet. Ce qui était feu devient discours sur le feu. Ce qui était direction devient possibilité parmi d'autres. Le projet quitte le domaine de la nécessité pour entrer dans celui de l'identité narrative. Tu deviens quelqu'un qui a ce projet. Et parfois cette identité suffit. Elle donne une forme de distinction, une manière de ne pas appartenir entièrement à la vie ordinaire.
Tu peux continuer ton quotidien tout en gardant, dans une poche intérieure, la preuve que tu n'es pas seulement cela. Le projet non réalisé devient alors une réserve de grandeur imaginaire. Il te console de ta vie sans la transformer. Rien n'est plus dangereux. Regarde la précision de ce mécanisme. Tant que le projet reste inachevé, il peut demeurer parfait. Il n'a pas encore été limité par le réel. Il n'a pas connu les maladresses, les résultats insuffisants, les corrections humiliantes. Il reste disponible pour toutes les projections. En parlant, tu peux jouir de sa grandeur intacte. En agissant, tu risques de découvrir sa forme réelle, donc imparfaite. Beaucoup préfèrent inconsciemment la splendeur d'une possibilité non testée à la pauvreté initiale d'une œuvre commencée. Ils appellent cela attendre le bon moment. En vérité, ils protègent l'image idéale de ce qu'ils pourraient faire contre la déception nécessaire de le faire vraiment. La parole devient alors un musée privé des vies possibles. On y entre souvent. On n'y vit jamais. Il faut comprendre que la réalité ne respecte pas les intentions qui ne descendent pas jusqu'à elle. Elle n'est pas impressionnée par la beauté intérieure de tes projets. Elle ne se laisse pas toucher par la noblesse de tes raisons. Elle ne connaît que ce qui arrive à son niveau, le geste, la répétition, l'organisation du temps, le prix payé dans la matière. Tout le reste peut être immense en toi et inexistant pour elle. Il y a quelque chose de presque offensant dans cette indifférence du réel. Mais elle est aussi une forme de justice. Elle retire aux mots leur souveraineté illégitime. Elle oblige chaque être à découvrir ce qu'il voulait assez pour le faire exister en dehors de sa propre intensité. C'est peut-être ici que la question devient plus personnelle. Non pas personnelle au sens sentimental, mais au sens le plus nu. Que as-tu déjà trop raconté? Quel projet a reçu, de conversation en conversation, une quantité d'énergie qui aurait dû devenir travail? Quelle partie de toi se sent presque soulagée lorsque quelqu'un admire ce que tu n'as pas encore commencé? Il ne faut pas répondre avec des généralités. L'esprit adore se défendre par l'abstraction. Il dira, oui, c'est vrai, nous vivons dans une époque de surcommunication. Il dira, oui, beaucoup de gens parlent au lieu d'agir. Mais ce n'est pas de beaucoup de gens qu'il s'agit. Il s'agit de cette chose précise dont tu connais le nom. Celle qui revient. Celle que tu expliques trop bien. Celle dont tu as déjà fait le récit avant d'en avoir fait la preuve. La lucidité commence lorsqu'on cesse de se laisser impressionner par sa propre capacité à formuler. Il faut parfois se méfier de ses meilleures phrases. Elles peuvent contenir une vérité, mais aussi une fuite. Une phrase puissante donne l'impression que quelque chose a été saisi. Mais saisir n'est pas accomplir. Comprendre n'est pas incarner. Décrire la porte n'est pas la traverser. Et il existe des êtres qui passent leur vie devant des portes admirablement décrites. Ils connaissent la texture du bois, la forme de la poignée, l'histoire de ceux qui l'ont franchie avant eux. Ils peuvent même expliquer pourquoi il faut la traverser. Pourtant, leurs mains ne bougent pas. Ce n'est pas l'ignorance qui les retient. C'est parfois l'excès d'une conscience qui a trouvé dans la représentation un substitut à l'épreuve. Le silence, s'il doit devenir réel, ne peut pas être une posture. Il ne suffit pas de décider que l'on ne parlera plus. Il faut comprendre ce que l'on protège. On protège d'abord l'énergie brute de l'intention, cette tension qui doit rester assez vive pour pousser vers l'action. On protège ensuite la forme singulière du projet, avant qu'elle soit aplatie par la nécessité d'être comprise. On protège enfin son propre lien à la vocation, ce lien qui se fragilise chaque fois qu'il est soumis trop tôt à l'approbation. Ce triple retrait n'a rien de spectaculaire. Il ne se voit pas. Il ne produit aucun prestige immédiat. C'est pourquoi il est si rare. L'époque préfère les gestes visibles. Mais certaines fidélités décisives sont invisibles. Agir en silence ne signifie pas refuser toute relation. Cela signifie refuser que la relation devienne le lieu où l'on consomme symboliquement ce qui devait devenir acte. Il ne s'agit pas de devenir fermé, dur, inaccessible. Il s'agit de cesser d'utiliser l'intimité comme un théâtre de l'intention. Il y a des confidences qui rapprochent. Il y en a qui affaiblissent. La différence n'est pas toujours dans le contenu, mais dans le moment. Dire trop tôt, c'est souvent demander à l'autre de porter avec toi une chose que tu n'as pas encore accepté de porter seul. Et si tu ne peux pas la porter seul au commencement, il faut peut-être interroger la nature de ton désir. Non pour l'abandonner immédiatement, mais pour savoir s'il vient d'un centre ou d'une image. Toute vie sérieuse exige cette distinction.
Ce qui vient du centre n'a pas toujours besoin d'être annoncé. Il peut même éprouver une sorte de pudeur à l'être. Non par honte, mais parce que les choses les plus décisives perdent leur densité lorsqu'elles sont livrées trop vite à la conversation ordinaire. Elles deviennent disponibles aux réactions, aux malentendus, aux encouragements trop faciles. Elles entrent dans le marché affectif des opinions. Or une vocation ne se négocie pas comme une hypothèse sociale. Elle se vérifie par la transformation qu'elle impose à celui qui la suit. Si elle ne modifie pas ton comportement, elle reste une émotion. Si elle ne modifie pas ton temps, elle reste une idée. Si elle ne modifie pas ce que tu acceptes de perdre, elle n'est pas encore une force. La question de la perte est essentielle. Un projet réel coûte avant de donner. Il coûte du confort, du sommeil, parfois de l'image, parfois des appartenances. Il coûte cette ancienne version de toi qui pouvait encore prétendre ne pas savoir. C'est pourquoi il est tellement plus agréable d'en parler. Dans la parole, le projet ne coûte presque rien. Il donne déjà une intensité, une distinction, une sensation de direction. Mais il ne demande pas encore le sacrifice. C'est une avance sans facture immédiate. Le réel, lui, présente la facture dès le début. Il demande: que vas-tu déplacer? Quelle habitude vas-tu tuer? Quelle sécurité vas-tu rendre moins sacrée? Quelle partie de ton identité actuelle vas-tu laisser mourir pour que cette chose ait une chance de vivre? La parole évite souvent ces questions en produisant de l'émotion autour d'elle. Il y a donc une sorte d'hygiène impitoyable à instaurer. Avant de parler, demandez: est-ce que je partage pour clarifier une nécessité déjà engagée, ou pour obtenir la sensation d'un engagement que je n'ai pas encore pris? Est-ce que cette conversation servira l'acte, ou remplacera momentanément l'acte? Est-ce que je cherche un regard capable de m'aider, ou un regard capable de me soulager? Ces questions ne sont pas confortables. Elles ne doivent pas l'être. Elles coupent à travers les intentions nobles. Elles montrent que l'on peut parfois utiliser l'amour des autres contre sa propre transformation. Non par calcul. Par faiblesse sophistiquée. Par besoin d'être accompagné avant même d'avoir consenti à commencer. Et il faut aussi accepter cette vérité plus dure: certains projets ne doivent pas être sauvés par le silence. Certains meurent quand on cesse d'en parler, parce qu'ils n'avaient jamais vécu ailleurs que dans la parole. C'est une excellente nouvelle, même si elle blesse. Car cela libère l'être de ses fausses obligations. Si une intention ne survit pas à l'absence d'audience, elle n'était peut-être pas un appel, mais une performance. Si elle disparaît dès qu'elle ne peut plus produire d'image sociale, elle ne méritait peut-être pas la place qu'elle occupait en toi. Le silence ne protège pas seulement les vraies vocations. Il démasque les fausses. Il sépare ceux qui insistent de ceux qui cherchaient seulement à être vus. Ce tri est sévère. Il peut donner l'impression d'une perte. Mais il rend l'existence plus nette. Beaucoup de vies sont encombrées de projets fantômes, de désirs hérités, d'ambitions adoptées, de personnages intérieurs que l'on continue à nourrir parce qu'ils produisent une certaine noblesse dans le récit de soi. On se croit multiple, riche, profond. On est parfois seulement dispersé. Le silence retire la nourriture verbale à ces fantômes. Certains s'évanouissent. D'autres restent. Ceux qui restent méritent attention. Ils ne crient pas toujours. Ils n'ont pas besoin d'être spectaculaires. Ils demeurent. Et cette persistance silencieuse est souvent plus fiable que l'excitation. Ce qui demeure sans témoin commence à révéler sa nature. Une idée qui reste présente lorsque personne ne l'admire possède une autre qualité. Elle n'a plus besoin de séduire. Elle cesse d'être une décoration de l'identité. Elle devient presque une charge. Tu ne la portes pas pour paraître plus vivant. Tu la portes parce qu'elle ne part pas. À ce stade, la relation change. Tu ne demandes plus: est-ce que cette idée est impressionnante? Tu demandes: qu'exige-t-elle aujourd'hui? Non pas demain, non pas dans le grand futur où tout sera plus clair, mais aujourd'hui, dans cette journée précise, avec sa fatigue, ses contraintes, son manque de grandeur. C'est là que les projets réels commencent, non dans l'intensité sublime, mais dans le geste presque ingrat qui ne recevra aucun témoin. La première action véritable est souvent décevante. Elle ne ressemble pas au récit que tu avais construit. Elle est petite, maladroite, incomplète. Elle ne donne pas encore la sensation d'une vie transformée. C'est pour cela qu'elle est réelle. Le réel commence presque toujours par diminuer l'image. Il oblige l'idée à entrer dans une forme trop étroite, trop lente, trop matérielle. Ceux qui aiment seulement l'image s'arrêtent là.
Ceux qui servent la chose continuent. Ils acceptent que le commencement soit inférieur à la vision. Ils comprennent que cette humiliation est le passage obligé entre la possibilité et l'existence. Parler trop tôt permet d'éviter cette humiliation. Agir en silence l'impose. Voilà pourquoi si peu choisissent vraiment cette voie. Il y a une noblesse discrète dans l'œuvre qui se forme hors regard. Elle n'a pas encore besoin d'être nommée. Elle ne réclame pas de place dans la perception des autres. Elle avance par accumulation. Une heure, puis une autre. Une décision, puis une correction. Un refus, puis un déplacement. À mesure que les gestes se répètent, quelque chose se solidifie. Le projet acquiert une colonne vertébrale. Il devient moins sensible aux opinions, parce qu'il ne repose plus seulement sur une intention. Il a déjà une histoire. Il a traversé des résistances. Il a survécu à des jours où l'enthousiasme n'était pas là. Il n'est plus cette forme fragile que le premier regard pouvait déformer. Il commence à pouvoir rencontrer le monde sans se perdre immédiatement. C'est seulement alors que la parole retrouve sa dignité. Lorsqu'elle vient après une réalité, elle ne sert plus à simuler le mouvement. Elle témoigne d'un mouvement déjà commencé. Elle ne cherche plus à obtenir la permission d'exister. Elle annonce ce qui existe déjà. La différence est immense. Dire trop tôt, je vais faire ceci, c'est souvent demander au monde de nourrir ton intention. Dire plus tard, voici ce que je fais, c'est laisser le monde rencontrer une force qui ne dépend plus entièrement de lui. Dans le premier cas, le regard des autres entre dans la formation. Dans le second, il rencontre une forme déjà en partie constituée. La parole n'est plus une fuite. Elle devient une conséquence. Il faut peut-être apprendre à aimer cette chronologie plus dure. D'abord le retrait. Ensuite le geste. Ensuite la répétition. Ensuite seulement, peut-être, la parole. Cette inversion paraît presque étrangère aujourd'hui, tant nous sommes habitués à faire précéder chaque acte de son annonce. Mais l'annonce donne au moi une satisfaction immédiate que la construction refuse. Construire, surtout au début, ne confirme pas ton identité. Cela la met en crise. Tu croyais être prêt, puis tu découvres ton impatience. Tu croyais être profond, puis tu rencontres ton désordre. Tu croyais porter une vision, puis tu dois affronter la banalité des moyens. C'est dans cette friction que l'être se transforme. Pas dans le regard admiratif posé sur son intention. La transformation véritable est silencieuse non parce qu'elle méprise les mots, mais parce qu'elle les dépasse d'abord. Elle se produit dans les choix qui ne se racontent pas bien. Dans les répétitions que personne ne trouverait inspirantes. Dans les renoncements que l'on ne peut pas rendre beaux. Dans ces moments où l'on ne se sent pas exceptionnel, mais seulement lié à une tâche. C'est là que se forme une souveraineté intérieure. Elle n'a rien d'une posture. Elle n'a pas besoin d'être proclamée. Elle consiste à savoir garder vivant quelque chose qui ne reçoit pas encore de réponse extérieure. À ne pas mendier la confirmation. À ne pas transformer chaque appel en débat. À supporter l'étrange solitude de celui qui obéit avant d'être compris. Cette solitude n'est pas toujours agréable. Elle peut même sembler injuste. Une part de toi voudrait être accompagnée, encouragée, vue au moment même où tu commences. Elle voudrait que quelqu'un dise « Oui, c'est cela, continue ». Ce désir est humain. Il ne faut pas le nier trop vite. Mais il faut savoir quand il devient dangereux. Il est dangereux lorsqu'il précède ton propre engagement. Il est dangereux lorsqu'il conditionne le premier geste. Il est dangereux lorsqu'il transforme la reconnaissance en carburant principal. Car tout carburant venu des autres peut être retiré par les autres. Ce qui naît ainsi reste dépendant du climat social. Il monte lorsque l'on t'approuve, retombe lorsqu'on t'ignore, se déforme lorsqu'on te questionne. Une vocation ne peut pas vivre longtemps sous cette dépendance. L'enjeu dépasse donc la simple efficacité. Il touche à la constitution même d'un individu. Celui qui ne peut pas agir sans audience reste attaché à une forme infantile de validation. Non au sens insultant, mais au sens structurel. Il attend du dehors une autorisation d'être. Il ne se sent réel qu'une fois reflété. Son intention doit être vue pour devenir crédible à ses propres yeux. Or devenir quelqu'un exige exactement l'inverse, rendre certaines décisions réelles avant qu'elles ne soient reconnues. L'individuation, pour reprendre un mot que l'on emploie souvent trop légèrement, n'est pas l'affirmation décorative d'une singularité.
C'est la capacité de suivre une nécessité intérieure malgré l'absence provisoire de confirmation collective. Il y a là une dureté que peu de discours contemporains acceptent. On préfère parler d'expression de soi, de partage, d'authenticité visible. Mais l'authenticité visible peut devenir une nouvelle conformité. On apprend à montrer sa profondeur selon des codes reconnaissables. On apprend à communiquer son devenir. On apprend à faire de sa transformation un contenu. Et pendant ce temps, la transformation réelle attend, plus silencieuse, plus exigeante, moins flatteuse. Elle ne demande pas « Comment veux-tu être perçu ?» Elle demande « Que fais-tu quand personne ne peut encore te percevoir autrement ?» Cette question devrait rester ouverte longtemps. Elle ne doit pas être refermée par une réponse élégante. Si tu la refermes trop vite, tu la transformeras encore en discours. Laisse-la plutôt circuler dans les zones que tu préfères éviter. Dans les projets dont tu parles avec trop d'aisance. Dans les ambitions qui te donnent une identité mais ne reçoivent pas ton temps. Dans les rêves dont la beauté t'a peut-être servi d'alibi. Laisse-la atteindre ces endroits sans immédiatement les expliquer. Il y a des prises de conscience qui doivent demeurer sans commentaire pour produire leurs effets. Dès qu'on les raconte, elles deviennent moins coupantes. Peut-être découvriras-tu que certaines choses doivent cesser d'être dites pendant longtemps. Non par superstition. Non parce que le monde aurait un pouvoir magique de les voler. Mais parce que tu dois apprendre à ne plus les consommer dans le regard d'autrui. Tu dois leur rendre leur poids. Tu dois retrouver l'inconfort qui précède l'action. Tu dois laisser l'intention redevenir presque insupportable, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus sortir par la bouche et doive enfin passer par les mains. Cela demandera une abstinence étrange. Tu auras envie de dire, de prévenir, de chercher cette petite confirmation qui te faisait te sentir déjà en route. Ne le fais pas trop vite. Observe ce qui se passe lorsque tu gardes la chose en toi. Observe si elle s'éteint ou si elle s'intensifie. Les deux réponses seront utiles. Si elle s'éteint, tu auras perdu une illusion. C'est peu cher payé. Si elle s'intensifie, alors tu auras retrouvé une force que tes paroles dispersaient. Et cette force ne sera pas nécessairement euphorique. Elle pourra être sèche, insistante, presque sévère. Elle pourra ne pas ressembler à la motivation. La motivation cherche souvent une sensation agréable. La nécessité n'en a pas besoin. Elle pousse même dans l'absence de plaisir. Elle continue lorsque l'image de soi n'est pas nourrie. Elle transforme parce qu'elle ne négocie pas avec tes humeurs. C'est peut-être cela que l'on reconnaît, après coup, comme une vocation, non ce qui t'a exalté, mais ce qui a persisté lorsque l'exaltation ne servait plus à rien. Il faut donc cesser de croire que tout projet mérite immédiatement un public. Certains doivent d'abord devenir des habitudes. Certains doivent devenir des preuves minuscules. Certains doivent entrer dans le corps avant d'entrer dans le langage. Le monde extérieur viendra bien assez tôt. Il viendra avec ses incompréhensions, ses interprétations, ses résistances, parfois ses admirations. Mais lorsque ce moment viendra, tu devras avoir quelque chose de plus solide qu'une intention bien formulée. Tu devras avoir une réalité en cours. Même imparfaite. Surtout imparfaite. Car une réalité imparfaite possède une supériorité absolue sur une intention brillante. Elle existe. Et c'est peut-être cette brutalité simple que tout le reste cherche à éviter. Exister. Non pas être pensé. Non pas être décrit. Non pas être annoncé. Exister. Le projet existe lorsqu'il a commencé à modifier la répartition de ta vie. Il existe lorsqu'il a pris du temps à autre chose. Il existe lorsqu'il a créé une contrainte. Il existe lorsqu'il a produit un premier résultat que tu ne peux plus reprendre dans le pur espace mental. Avant cela, il peut être intense, beau, nécessaire même, mais il reste exposé au danger de devenir une fiction de soi. Une fiction noble, certes. Une fiction douloureuse, parfois. Mais une fiction tout de même. La lucidité n'est pas confortable parce qu'elle retire à chacun le luxe de se raconter comme victime passive de circonstances défavorables. Bien sûr, il existe des obstacles réels. Bien sûr, le monde n'est pas également ouvert à tous. Bien sûr, certaines vies portent des poids que d'autres ne peuvent même pas imaginer. Mais cette vérité ne doit pas devenir un refuge contre une autre vérité plus intime. Parfois, ce qui manque n'est pas la possibilité absolue, mais la conversion de l'énergie en acte. Et cette conversion échoue non parce que l'énergie n'existe pas, mais parce qu'elle est dépensée ailleurs, sous des formes qui ressemblent à de la vie intérieure,
a de la sensibilité, a de la profondeur, alors qu'elles ne sont parfois que des circuits de dérivation. Combien d'énergie as-tu donné à l'explication? Combien à l'annonce? Combien à la recherche de signes extérieurs de légitimité? Combien à l'élaboration d'une image cohérente de toi comme personne en devenir? Et combien au geste lui-même? Il ne faut pas répondre moralement. La morale simplifierait tout. Il faut répondre presque froidement, comme on regarde un conte. Où l'énergie est-elle allée? Où s'est-elle accumulée? Où s'est-elle vidée? Si ton projet est vivant dans 10 conversations et absent de tes journées, tu sais déjà quelque chose que tu n'as peut-être pas encore voulu savoir. Le moment décisif n'est pas celui où tu annonces que tu vas changer. C'est celui où tu refuses d'obtenir une récompense symbolique pour ce changement avant qu'il commence. C'est un refus intérieur, presque invisible. Personne ne t'en félicitera. Personne ne saura que tu as gardé le silence au lieu de parler. Personne ne verra l'énergie que tu n'as pas dispersée. Mais peut-être sentiras-tu, après quelque temps, une densité nouvelle. Quelque chose en toi cessera d'être nourri par les réactions. La chose elle-même deviendra plus lourde, plus proche, moins négociable. Et alors le premier geste ne ressemblera pas à un exploit. Il ressemblera simplement à la seule manière de ne plus te mentir. Ce n'est pas une promesse de réussite. La réussite appartient à une autre discussion, souvent trop bruyante. Il est possible d'agir en silence et d'échouer. Il est possible de protéger une vocation et de rencontrer une limite. Mais même cet échec-là aura une autre dignité que l'éternelle préservation d'un possible jamais tenté. Car il aura touché le réel. Il aura cessé d'être une image intacte. Il aura produit une connaissance que la parole seule ne pouvait pas donner. Ceux qui n'agissent pas gardent parfois de très belles idées d'eux-mêmes. Ceux qui agissent perdent ces idées, mais gagnent une forme de réalité. La perte est douloureuse. Elle est aussi la seule naissance sérieuse. Alors peut-être que la prochaine fois que quelque chose de profond remuera en toi, tu ne chercheras pas immédiatement un témoin. Peut-être que tu ne prendras pas ton téléphone. Peut-être que tu ne transformeras pas cette pression en message, en confession, en annonce. Peut-être que tu laisseras la chose rester obscure. Tu lui donneras du temps sans regard. Tu lui donneras des gestes au lieu de phrases. Tu accepteras qu'elle ne soit pas encore compréhensible. Tu accepteras même qu'elle ne soit pas encore belle. Et dans cette austérité, elle commencera peut-être à devenir réelle. Non parce que le silence aura suffi, mais parce qu'il aura cessé de voler à l'acte l'énergie dont l'acte avait besoin. Il y a des portes que l'on ne franchit qu'en arrêtant de décrire ce qu'il y a derrière. Il y a des vies qui ne commencent qu'au moment où l'on cesse de les présenter aux autres comme imminentes. Il y a des vérités intérieures qui ne demandent pas d'être partagées, mais obéies. Et si cette pensée dérange, si elle coupe quelque chose en toi avec une précision presque froide, ne te hâte pas de l'adoucir. Ne cherche pas immédiatement à la rendre utile, agréable, motivante. Laisse-la faire son travail. Laisse-la atteindre les endroits où tes projets sont devenus trop éloquents. Laisse-la interroger les promesses que tu as répétées jusqu'à les users. Laisse-la regarder, sans complaisance, cette part de toi qui a peut-être préféré être reconnue comme possible plutôt que devenir réelle. Ce qui doit commencer maintenant ne réclame peut-être aucune annonce. Peut-être même que son premier signe sera ton silence. Pas un silence vide. Pas un silence décoratif. Un silence chargé, presque difficile à porter, parce qu'il contiendra enfin ce que tu avais l'habitude de dissiper. Et si, dans ce silence, une intention survit, si elle insiste encore, si elle continue à demander du temps, de la perte, du geste, alors tu sauras quelque chose que personne n'avait à confirmer. Tu ne sauras pas que tu réussiras. Tu sauras seulement que tu ne peux plus honnêtement te contenter d'en parler. Et parfois, dans une existence, cette connaissance suffit à ouvrir une porte que les mots avaient tenue fermée pendant des années.